Le matos, l'enregistrement, la synchro, le montage, plus quelques astuces son pour terminer. Ça te va comme programme? Dans 5 minutes, tu seras un vrai pro du son. Steph, je suis sûr que c'est mon micro que je devrais changer. Quel matos il me faut? Et bien sûr, déjà, c'est vrai que dans un premier temps, il va te falloir un micro. Hein. Et pas n'importe quel micro, tant qu'à faire. Alors, il y en a des plus ou moins chers. Bien souvent, c'est pas forcément d'ailleurs les plus chers qui sont les meilleurs. D'abord, les micros cardioïdes. Ça, c'est un microcardioïde. Alors celui-ci ou un autre, qu'importe, mais celui-ci a quand même quelques petits atouts. Les microcardioïdes, c'est plutôt en général si t'es en intérieur ou si t'es dans une position fixe, comme là, voilà, il bouge pas, il va pas bouger pendant tout l'enregistrement, donc ça c'est plutôt bien. Et puis t'as un petit bouton là. T'as vu le petit bouton là? Ah bah ça c'est génial parce que ça te permet de faire te mettre dans différentes configurations d'enregistrement. Par exemple, là, il n'enregistre que cette partie-là, voilà, sans prendre tout le reste. Ou alors si t'es en face à face, tu vas pouvoir mettre 2 personnes, encore une fois en mettant un petit bouton, hein, tourne, et voilà. Ou alors te mettre en stéréo, il va prendre qu'ici et pas le reste, ou alors carrément prendre tout le tour. Bref, il a différentes configurations et c'est plutôt un atout. Deuxième type de micro, c'est ce qu'on appelle les micro-cravates. Ça, les micro-cravates, c'est un petit truc machin avec la petite pince là pour accrocher le machin. Voilà, ça c'est très bien pour l'extérieur par exemple, hein. Ou alors en interview, chacun son micro-cravate et vous allez vous en sortir. Alors, celui-ci il a un fil. Mais il y en a aussi des sans fil, hein. Qu'importe, pas très grave. Ça vaut de voir, en tous les cas, ça fait du très très bon son. Troisième type de micro, ce sont ce qu'on appelle les micros perches. Vous savez, c'est des... Alors, j'en ai un quelque part, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'est les longs micros comme ça, voilà, très très longs. Hein. Alors en général, ceux-là, on les prend puis on les met juste à la limite du champ, voilà, hors champ du caméra, hop, à la limite, voilà, tout près. Voilà, je vous montre un petit peu, hein. Et puis on vise la bouche, voilà, pour sniper un petit peu le son qui sort de la bouche. Ça aussi, c'est excellent. Alors bien évidemment, en général, ça peut se mettre aussi d'ailleurs directement sur les caméras, et puis fatalement, ça va viser la bouche. Mais malgré tout, si vous voulez faire vraiment du bon gros son dans un studio comme je suis là, ça reste quand même les cardioïdes les plus efficaces pour ça. Bon, ok Steph, donc moi si je veux me faire un bureau studio comme le tien, il faut que je prenne un cardioïde. Bon, ok, mais après... Bon, après, il te faut une bonne prise de son, hein, parce que si tu te loupes au moment de la prise de son, tu vas chercher à rattraper un truc qui sera de toute façon bancal. C'est très compliqué de rattraper une prise de son qui a été ratée. Donc, il faut vraiment que tu focalises là-dessus et que tu fasses attention à faire quelque chose au minimum de propre. Alors d'abord, il faut absolument que tu vérifies tes niveaux, hein, que tu regardes tes vumettes, tu vois que ça bouge hein, quand tu parles. Il faut absolument que tu fasses une prise pour rien, voilà, pour regarder un petit peu si tes niveaux sont bons. Parce que surtout en numérique, quand on sature, quand on passe un petit peu le niveau, qu'on enregistre fort, ça fait ce bruit numérique qui est vraiment très désagréable. Et là, pour le coup, ta prise son, elle est complètement ratée. Donc il vaut mieux faire un petit test juste avant d'enregistrer pour voir si ou non les volumes sont bons. Deuxième cas possible, tu enregistres l'image d'un côté et le son de l'autre. Ça arrive de temps en temps, par exemple, si tu as un smartphone, une webcam ou même un DSLR qui enregistre l'image et que tu as un petit dictaphone, voilà, mis là, qui t'enregistre. Par contre, c'est pas relié, c'est pas synchro les deux. Hein. Donc à un moment, il va falloir synchroniser tout ça. Alors ce sera au niveau du montage que tu pourras le faire et pour ça, il faut que tu te donnes un petit guide. On voit souvent ça dans le cinéma, les gars, avec les claps là. Clap, première. Tu fais la même chose, tu t'embêtes pas. Alors tu peux faire ça avec les mains, hein, comme ça. Si tu veux, mais c'est quand même plus précis avec... Moi, j'utilise le smartphone pour le faire. Hein. Tu mets le smartphone à côté du micro, voilà, comme ça. Hop, tu fermes et tu fais... Voilà. Et tu vas voir qu'au moment où le smartphone est fermé et le moment où il y a le bruit, il devrait y avoir un petit pic pour le bruit et puis l'image qui va te dire. Tu mets les deux bien, hein, et puis après le reste, ça va... Et là, mais je te montrerai tout à l'heure plus concrètement au montage. Et le casque, ça... Hein, tu t'en sers ou pas ? Ah bah oui, ça sert, hein. Surtout si t'es en extérieur. En extérieur, ça vaut le coup de faire une prise 0, donc t'envoies pour rien, et puis t'écoutes bien ce qui se passe autour, parce que quelquefois, encore une fois, il peut y avoir des sons parasites que tu n'aurais même pas entendus, parce que t'es obnubilé par... Alors quand tu fais des choses importantes comme une interview, que tu vas faire 100 000 fois l'interview, t'es obnubilé par la personne que tu interviews, par l'image, et puis le son t'oublie. Bref, il vaut mieux se faire une petite préécoute déjà, avec le casque, et bien écouter ce qu'il se passe. Mais tu peux aussi t'en servir en intérieur. Moi, ça m'est arrivé, mes aventures, sur un de mes lives, j'avais une boucle son et je l'ai pas entendu parce que j'avais pas de casque. Maintenant, je mets systématiquement un casque pour savoir si ce que les spectateurs entendent, c'est quelque chose de correct ou pas. Donc oui, effectivement, un casque, ça te sert pour tout ça, mais ça te sert aussi et surtout à avoir une écoute plus précise. Bon, et le montage du son, est-ce que ça joue ? Ah bah sûr que ça joue. Je te donnais d'ailleurs quelques petites astuces tout à l'heure pour ce qui est du montage son. Mais d'abord, ça.
Alors resynchro ou pas? Bah justement, je t'avais dit que je te montrerais, donc c'est ce que je vais faire tout de suite sur ma timeline, donc sur ma piste de montage, et tu vas voir que je vais juste m'amuser donc à synchroniser ce petit pic audio qu'on a entendu, qui correspondait à la fermeture du smartphone, et puis l'image exacte de la fermeture du smartphone. Et à partir du moment où ces deux-là sont bel et bien donc en parfaite synchro, et ben, tout le reste, ça ne bougera pas. Normalement, ça bouge pas. Si ça bouge, si après ça marche plus au niveau des lèvres et tout, c'est qu'il y a un petit problème quelque part dans ton logiciel. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que normalement ça ne bouge pas et que ce type de clap, tu dois le faire à chaque nouvelle prise que tu fais ton jour d'enregistrement. Alors quelle source? Qu'est-ce que tu pourrais bien mettre comme son audio à l'intérieur de tes montages pour que ça fasse un petit peu plus pro? D'abord, tu peux te servir dans ton YouTube Studio. Tu sais que tu as un endroit spécial pour la musique, donc et même les bruitages d'ailleurs. Donc à cet endroit-là, tu as un véritable stock où tu es sûr d'ailleurs de ne pas avoir de problème de droit d'auteur avec tout ce qui t'est proposé là. Moi, j'utilise 3 sources pour tout te dire. La première, effectivement, de temps en temps, YouTube Studio, de moins en moins, mais bon, j'ai aussi 2 autres sources. Celle-ci, qui n'est autre que Envato Elements et qui te permet de choisir donc là encore tout un tas de musique, tout un tas de bruitage. Et alors là par contre c'est vrai que ça a un prix, il faut acheter la cotisation si tu veux en quelque sorte, mais bon au bout du compte tu es sûr et tu es tranquille, tu n'as pas de problème de droit d'auteur. Et puis troisième source que j'utilise, c'est un petit logiciel qui s'appelle Big Audio qui lui, tu le payes une fois pour toutes, comme ça tu es tranquille. Alors si ça t'intéresse je te mettrai là-dessous le lien. Et donc à partir de ça tu as une véritable bibliothèque sonore qui est à ta disposition et encore une fois qui fonctionne très très bien pour faire en sorte que tu puisses faire monter un petit peu le niveau, et Dieu sait que le son, ça fait monter facilement, sans trop d'efforts, le niveau de ces vidéos YouTube. Tiens, puisqu'on est dans le montage, t'aurais pas quelques astuces? Allez, s'il te plaît. Ok, alors je vais te proposer quelques petites astuces montage. Alors pour bien te situer les choses, d'abord, il faut que tu comprennes qu'en gros, tu as 3 sources pour ce qui est du montage son. Tu peux mettre d'abord ta voix, évidemment, mettre de la musique, ok, et puis la troisième, c'est tout ce qui est bruitage, effets sonores, ça peut être ambiance, pourquoi pas. Alors peut-être que tu as envie d'avoir une bonne grosse voix. Ça passe pas forcément que par le micro. Ah bah non, mauvaise nouvelle, il va falloir que tu rajoutes dessus ça peut être pas des effets spéciaux, mais bon voilà, un traitement de voix, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors traitement de voix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un rack, alors soit physique, soit numérique. En ce qui me concerne, j'ai un rack physique, il est là derrière, il est caché derrière, et donc ça fait qu'à chaque fois que qui sort quelque chose dans mon micro, il rentre dans ce rack, et à l'intérieur, tu as tout ce qui va bien pour régler ta voix. Alors, le DSR, le limiteur, le compresseur, les paramétriques, voilà, la compression évidemment, le limiteur, enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est des racks qui sont faits exprès, et donc à la sortie du truc, tu as une voix qui est juste, tu dis, ah, c'est moi ça? Voilà, bon, donc ça existe physiquement, mais ça existe aussi de manière numérique, c'est-à-dire que tu peux trouver des petits effets. Alors ça dépend, évidemment, il faut avoir le logiciel qui accepte ce type d'effet-là, mais si tu arrives à en trouver et ça te fera le traitement en direct. Alors l'avantage du numérique par rapport au physique, c'est que tu vas pouvoir régler en direct, et donc si tu fais une erreur dans le réglage, c'est pas grave, tu peux le refaire, on est d'accord. L'inconvénient, c'est que ça va te prendre un petit peu de la ressource sur l'ordinateur, c'est-à-dire que ça va faire tirer un petit peu, ça tire un peu sur l'ordinateur. Alors que l'avantage du physique, ce que j'ai là, c'est que l'inconvénient évidemment, c'est que si tu te plantes sur le réglage, voilà, c'est planté, point. Mais bon, en général, on se plante pas. En tous les cas, on fait attention à pas se planter, ou on fait des essais avant. Et puis l'avantage, c'est que c'est déjà traité, c'est-à-dire que dès que ça rentre dans ton appareil photo, dans ton smartphone ou quoi, le son est déjà traité. Donc là, effectivement, au niveau du montage, ça va beaucoup plus vite. À tous les niveaux, ça va beaucoup plus vite. Et puis l'appareil qui est là derrière, ça, c'est le genre d'appareil, tu en as pour, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans. Dans 20 ans, on fera pas mieux que ce qu'il y a aujourd'hui actuellement. Le dernier, il m'a fait au moins 20 ans. Et j'ai acheté celui-ci pour me faire plaisir, mais sinon j'avais pas besoin. Donc encore une fois, c'est un véritable investissement, et c'est ça qui fait la vraie différence entre un micro normal et une voix un petit peu plus radio, on va dire. Deuxième astuce, il faut que tu saches choisir tes effets sonores, tes bruitages. On fait pas la même chose avec un bruitage qu'avec un effet sonore. Avec un bruitage, bien souvent, je sais pas, un boom, un impact, un whoosh, avec ça, on vient renforcer quelque chose. Alors qu'avec des ambiances sonores, on vient plutôt suggérer quelque chose, une ambiance de restaurant par exemple, si les personnes sont dans un restaurant. Donc on fait pas la même chose avec des bruitages qu'avec des ambiances sonores, mais ce sont 2 choses qui sont importantes que tu peux ajouter effectivement à ton montage. Alors ça va te faire un montage qui sera plus long à faire, on est d'accord, mais ça va vraiment ajouter une vraie valeur ajoutée à ce que tu auras à faire. Et bien faire du son, c'est ça, c'est avoir une bonne grosse voix bien traitée, c'est avoir des ambiances avec des bruitages, et c'est aussi avoir de la zik. Et pour la zik, en gros, il y a 2 manières de traiter la zik pour faire très très simple. Soit tu veux faire un passage fort dans ta vidéo quelque part, auquel cas tu vas prendre une bonne grosse musique et que tu vas l'envoyer en même temps que le tout premier plan de cette séquence forte que tu cherches à créer.
Soit au contraire, tu vas chercher, grâce à la zik, à amener une nouvelle ambiance dans ta vidéo. Auquel cas, tu vas faire commencer ta musique avant même que ne commence l'endroit pile que tu vises. Ça peut être 3 secondes, 5 secondes, et puis tu amènes ça en douceur, voilà, jusqu'au moment culminant où il y a le point précis où tu veux avoir cette zik qui va te changer d'ambiance. Donc soit ça peut être en douceur, comme je viens de te le dire, soit ça peut être en passage fort. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont fait de l'image et du son de manière professionnelle te diront juste que quand il y a les deux à traiter, le plus ennuyeux, c'est le son, hein, on va pas se mentir. Hein. Et évidemment, pour tes vidéos YouTube, on est d'accord que c'est pas le son qui va faire que ça va carrément exploser ta vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour le reste, eh bien, ce que je te propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.